Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Je ne suis pas ta passagère, un podcast de Moto Magazine. Je suis Nadège Papini, votre hôte. Dans chaque épisode, je rencontre une motarde, entrepreneuse, artiste, mécanicienne ou encore étudiante. Ensemble, on parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi qu'elle vous inspirera et changera les idées reçues sur les motardes. Bonne écoute. Dans cet épisode, découvrez ou redécouvrez Alissa Negrin, connue aussi sous le nom de Lily ou Talons et Guidons. C'est sur son lieu de travail que nous nous sommes retrouvés pour parler de ses débuts en moto, de ses projets actuels et futurs. Je vous laisse découvrir son parcours. Bonne écoute. Donc moi c'est Alissa Negrin, mais on m'appelle plus communément Lily. J'ai 29 ans, bientôt la trentaine, mais ça va, je le vis bien. Et dans la vie, je suis désormais à mon compte, donc en tant que chroniqueuse, blogueuse dans le milieu de la moto avec mon blog Talons et Guidons. Et à côté, j'ai créé Ride Trippers, qui est le premier et unique jeu de cartes, jeu apéro destiné à la communauté des passionnés du deux roues. Depuis quand ça existe, Talons et Guidons ? Talons et Guidons, c'est une aventure qui date de un peu plus de 6 ans maintenant. Je rentre dans ma 7e année. Ok. Pourquoi t'as créé ce blog ? Alors moi, il faut savoir que je suis pas du tout issue du milieu de la moto. Pour le coup, j'ai pas du tout de personne dans ma famille qui aime plus que ça la moto ou qui en fait. Et je n'ai pas du tout côtoyé de motard dans ma vie. Et j'ai connu quelqu'un à mes 16 ans qui m'a fait découvrir cet univers-là. Et donc j'y suis revenue un peu plus tard après mes études. Sauf que comme toute personne qui découvre ça sur le tard, je me suis heurtée à plein de questions dont j'avais pas forcément les réponses. Aujourd'hui, ce qu'on trouve pour moi dans les grands journaux, ce sont vraiment des thématiques liées à des motos, des choses peut-être un peu techniques et déjà avancées quand on s'y connaît un minimum. Mais moi, je partais de rien. Donc l'idée, c'était de créer un peu le pour les nuls, comme les bouquins, et de faire quelque chose de très simple avec un langage familier qui peut parler à tous et surtout aux débutants. Donc j'ai commencé à raconter mes aventures au féminin, voilà le pourquoi du comment Talons et Guidons, déjà aussi pour casser les préjugés de la femme ne peut pas être féminine, et puis d'avoir un côté un peu autodérision sur je suis une femme, je viens pas du tout du milieu de la moto, je suis féminine, j'y connais rien, mais on va essayer de découvrir ça ensemble. Et puis au fur et à mesure, il y a plein de gens qui se sont intéressés au blog et qui étaient comme moi, beaucoup de femmes, de débutants aussi, et qui ont commencé à me poser des questions ou en tout cas à apporter des réponses à des questions dont je me posais. Et je me suis dit, il y a une communauté et quelque chose à faire avec ça. Et je vais essayer d'aller demander à la communauté ce qu'ils veulent comme sujet, comme contenu, et de leur apporter une réponse, soit par moi-même en découvrant, soit en allant au devant de personnes qui avaient les réponses en interview, en rencontre, etc. Ok. Et du coup, tu dis que t'es revenue à la moto après tes études. C'est à quel âge du coup ? Alors, première découverte à 16 ans, je laisse la moto de côté et j'y reviens à peu près vers mes 21 ans. J'ai décroché le Saint Graal en octobre 2015. Ok. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, à la base, j'étais surtout intéressée par le circuit. Parce qu'à 16 ans, on m'a amenée sur le circuit Carole et je me suis dit, ça a l'air dingue, moi un jour je veux faire ça. Et notamment, je n'étais pas au courant qu'on n'avait pas besoin du permis moto pour faire du circuit. Voilà, qu'il fallait simplement le CASM. Pour moi, ça me paraissait obligatoire. Alors qu'en vrai, maintenant, quand on connaît ce milieu-là, on voit des petits bouts qui ont 12 ans, par exemple, et qui font du circuit. T'as commencé direct le circuit ou t'as attendu un petit peu ? Alors, j'avais 21 ans, j'ai du coup eu le permis moto. Ouais. Donc en octobre 2015. Et au début, on rentrait dans l'hiver, il faisait pas très beau. Donc je commençais à regarder un petit peu les motos que je pouvais avoir. Je l'ai eu en fin novembre, début décembre. Puis après, j'ai fait quelques premières balades. Mais on va pas se mentir, même si t'es super content, tu viens d'avoir ton permis, t'as tout le temps envie de rouler. Il fait froid, t'as la grêle, t'as la neige. Enfin voilà. Et quand la saison a commencé à bien reprendre en mars, avril, j'ai vu passer des informations par rapport à des stages de pilotage sur Facebook. Et c'est là en fait que j'ai fait mon premier stage sur circuit. C'était en mai 2016. Et comment ça s'est passé, du coup, ce premier stage sur piste ? Écoute, super bien. C'est ce que je conseille à tous pour débuter. Vraiment, le stage de pilotage, c'est à mon sens le meilleur compromis puisqu'on est bien encadré, bien entouré et c'est hyper important pour commencer de manière rassurée avec vraiment toutes les notions qu'on doit apprendre pour passer un bon moment comme les trajectoires, le regard, la position... encadré vraiment avec des coachs et des marshals. Depuis, t'as refait des balades ou pas ? Comme tu disais, il y a la période, quand t'as eu ton permis, effectivement, on est en plein hiver et c'est pas la meilleure période quand tu commences la moto pour faire des grosses balades. Et t'as commencé du coup avec le circuit.
Mais est-ce que du coup après tu t'es quand même lancée à faire de gros parcours même à l'étranger? Alors, justement, jusqu'il y a peu de temps, j'avais pas fait énormément de grosses balades en dehors, puisque déjà d'une part j'habite en Île-de-France et que les balades ici sont pas exceptionnelles, si ce n'est pour aller un peu en Normandie, voilà. J'avais jamais pris la moto pour faire beaucoup de routes. Une seule fois en 2018 pour la Sunday Ride classique avec Ducati, où du coup de Lyon au Castellet on avait fait presque 7 heures de route en moto. Mais voilà, j'étais quelqu'un qui vraiment au début d'entre guillemets ma carrière moto à privilégier le circuit. J'en ai presque un peu oublié les joies de la route. Bon, je l'avais un peu mis de côté. Et en fait, l'été dernier, j'ai emménagé donc du côté de Chambéry. Donc effectivement, je m'éclate et je fais pas mal de balades. J'ai fait notamment un ride héroïne and gasoline qui est du côté de Megève avec beaucoup de filles. Après, on est parti entre copines dans la Drôme provençale, plusieurs jours. Je pars en Espagne dans 2 semaines. En mai, je pars en Sardaigne 5 jours pour le speed chain d'Oxy. Voilà, cette année, j'ai vraiment beaucoup de rides prévus. Et c'est un vrai plaisir que je redécouvre. J'ai toujours cette partie circuit très présente, qui est l'ADN de ce que j'aime dans la moto. Mais je découvre effectivement les joies road trip, moto bivouac et de la route. Et du coup, tu roules sur quoi ? Alors moi j'ai 3 motos, j'ai cette chance-là d'avoir 3 motos vraiment différentes dans le garage. Ouais. Donc j'ai une R6 qui est destinée uniquement à l'usage de la piste puisqu'elle n'est pas homologuée pour la route. Ok. Ensuite, pour la route de tous les jours, les grandes balades justement, et pour être à l'aise, j'ai une Street Triple RS 765. Et puis à côté, j'ai mon petit bijou que je ne sors que très rarement, mais que j'affectionne beaucoup au niveau du design. C'est mon CX500 Café Racer qui date de 1981. Donc c'est vraiment une moto à l'ancienne, qu'on démarre à l'ancienne starter, qui peut être capricieuse, mais qui a un look, quand je sors avec, je passe pas inaperçu. Après, voilà, ça reste un petit tank, donc à piloter dans les routes de lacet, c'est pas le meilleur confort du monde, ça fait très vite mal au poignet, voilà, ça reste un Café Racer. Mais quand je la sors, par contre, c'est un vrai bonheur et je trouve ça assez cool. À quelle occasion, comment tu t'es retrouvée à te dire, ok, j'en prends une ? En fait, en travaillant notamment avec la marque BMW Motorrad, j'ai commencé à côtoyer vraiment l'univers un peu des prépas custom, que ce soit sur des motos déjà sorties d'usine et très récentes, tout comme découvrir des personnes qui avaient des R80, des R100, etc., qui étaient beaucoup plus vieilles. Et j'ai adoré cette passion où chacun parle vraiment de pourquoi il a choisi cette couleur, pourquoi il a choisi cet accessoire, le côté Café Racer, le côté Scrambler, le côté custom, bobber, etc. Et j'ai eu très très vite envie du coup d'avoir la mienne. Et je me suis très vite portée moi sur le Café Racer, qui était plutôt le design que j'aime, assez allongé, assez sur l'avant, parce qu'on garde une position un peu de sportive, plutôt confortable et assez féminin. Et donc j'ai trouvé mon bonheur. Et c'est pas du tout un regret aujourd'hui. Je vais revenir sur le fait que tu ne viens pas du milieu de moto. Non. Comment tu t'es créé ton groupe ? C'est seulement tes rencontres ou tu t'es inscrit à un club ou alors les gens de ta famille t'ont rejoint là-dessus ou pas du tout ? Je me suis pas mise dans un club. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas fait parce que j'ai pas eu besoin de le faire. Forcément, en 7 ans de blog, au fur et à mesure, ces filles-là sont toujours en contact avec moi. Donc ça, voilà, déjà, c'est une grande partie de ma communauté. Et puis après, finalement, il y a tout le côté événementiel. Voilà, on va souvent sur, par exemple, le Salon de Lyon, des événements comme les Wheels and Ways, les Aces, le Café Racer Festival de Montlhéry, etc. Et c'est un petit milieu. Alors, il y a celles qu'on suit sur les réseaux, puis qu'on rencontre en vrai un jour, puis qu'on rencontre 2 fois, 3 fois. Puis on échange les numéros, on s'organise des balades, et puis ça devient des amis. Donc c'est finalement beaucoup par le réel plus que le virtuel au final qu'on crée ce groupe-là. Et ta famille, elle a réagi comment quand t'as passé ton permis moto ? C'était pas un sujet tabou ? Non, ça n'a pas été du tout un sujet tabou. Alors moi, il faut savoir que j'ai grandi seule avec ma maman, donc du coup, déjà, il n'y avait pas beaucoup d'obstacles. Et j'ai fait de l'équitation à haut niveau. Je me suis fracturé la colonne vertébrale quand j'étais jeune. Voilà, ma mère a fait du patinage artistique à haut niveau, elle en a vu aussi. Enfin, voilà, ma mère et moi, on est plutôt dans une philosophie aussi, quelque chose doit t'arriver, ça t'arrive, que ce soit dans les marches des escaliers ou que ce soit en moto, malheureusement. On n'a qu'une vie, autant la vivre à fond. Et de ce côté-là, même si ma mère est pas du tout passionnée par la moto, que c'est quelque chose qui lui fait peur, elle m'a jamais empêché quoi que ce soit. Elle est même déjà venue me voir une fois sur le circuit Carole, c'était assez drôle. Bon voilà, après je suis pas mal tombée ces 2 dernières années sur piste et j'ai
enchaîné un peu les hôpitaux. Donc là, bon, c'est vrai que quand je roule, elle est pas hyper rassurée. Elle me demande toujours un petit message en fin de journée. Mais sinon, elle m'a jamais empêché de faire ça. Elle voit bien que c'est ma passion, que c'est ce qui me fait vraiment vibrer. Donc c'est tout ce qui importe à ses yeux. Ça a été quoi ta plus grosse chute ? Alors, le problème, c'est que plus grosse, c'est compliqué. La plus grosse en termes de souffrance, en tout cas de dégâts physiques, c'était en 2019 lors d'une course pour la Women's Cup qui se déroulait sur le circuit Carole. On s'est percuté avec une pilote, je suis tombée fort sur le genou gauche. Donc j'ai fait fracture plateau-tibiale et arrachement osseux du ligament croisé extérieur. Donc ça a duré très longtemps, plâtre, rééducation, etc. Mais en soi, la chute n'était pas violente, pas impressionnante. On est tombé parce qu'on s'est percuté. Il y avait pas de crainte de reprendre la moto derrière. D'ailleurs, après tout ça, j'ai vite reprogressé et même regagné des secondes. Voilà, il n'y avait pas de traumatisme à part le traumatisme physique. Par contre, une des chutes qui a été la plus traumatisante pour moi, ça a été l'année dernière. À la base, mon dernier roulage Carole l'année dernière avant de déménager. Où là, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai un gros trou noir à partir du moment où je fais un high-side et je tombe la tête la première. Et ça a été 4 heures de rester inanimée, inconsciente, à l'infirmerie, entre guillemets, au médical. Voilà. Et ça, vraiment, quand j'ai commencé à reprendre mes esprits, et encore, je dis 3-4 heures avant de reprendre vraiment mes esprits. Mais après, j'ai encore eu des petits trous de mémoire et des moments où le cerveau flanchait. Et je me souviens pas de tout de cette journée-là. Mais ça a été traumatisant parce que je ne sais pas pourquoi. Donc on ne peut pas se remettre en question sur le pilotage, savoir ce qui ne s'est pas passé en se disant si je veux pas que ça arrive à nouveau, il faudrait déjà que je sache ce qui s'est passé. Et puis c'est quand même assez choquant en fait de se dire que moi c'était la première fois de ma vie où vraiment je perdais connaissance comme ça. Ça m'est arrivé une fois lors de ma fracture de la colonne vertébrale quand je faisais de l'équitation, mais bon j'avais 10 ans donc aucun souvenir. Mais voilà, quand on a 29 ans et qu'on fait une chute moto et qu'on se relève et qu'il y a tout le monde autour de nous au médical et qu'on se dit mais qu'est-ce que je fais là, et que ça fait apparemment 4 heures qu'on essaie de vous faire décrocher un mot ou votre prénom et que vous vous en souvenez pas. C'était pour moi pas la plus tragique entre guillemets parce que j'ai rien eu physiquement à part un petit trauma crânien, mais en tout cas voilà, c'était la chute qui m'a le plus marquée. Ouais. Et depuis, j'avais justement pas roulé et j'ai reroulé hier sur le circuit. Donc. Et ça s'est bien passé hier ou pas ? Écoute, je suis très contente de moi parce que du coup, je reroulais depuis cette chute à ce circuit et puis surtout avec une nouvelle moto que je ne connaissais pas du tout. Et je suis très contente, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai pas eu de crainte particulière. Mais comme quoi, c'est pas une chute qui nous arrête après quand on a l'habitude d'en faire, entre guillemets, voilà. Je vois. Bon, tant mieux. Dernière question, ma préférée. Si, en admettant que ce podcast pouvait être une lettre ouverte, qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes, aux hommes, aux jeunes, aux vieux, à toute tranche d'âge et tout genre confondu ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à propos de la moto et qui n'osent pas ? Déjà, j'aimerais dire qu'il faut toujours croire en soi. Pour moi, c'est le plus important. Il faut pas se préoccuper de ce que pensent les gens parce que généralement quand on n'ose pas, ça veut dire que c'est pas pour soi, ça veut dire que c'est pour les autres. Comme des femmes qui osent pas se lancer sur piste, généralement quand on leur demande, elles vont dire j'ai peur de gêner, j'ai peur d'embêter ou j'ai peur de ne pas y arriver. Donc tout est une question de confiance en soi. Et très sincèrement, moi je suis quelqu'un qui est pas du tout casse-cou. À la base, je me fais violence. Ça a pu amuser à mes débuts parce que j'ai mis vraiment du temps à avoir un déclic et à commencer à rouler comme je roule aujourd'hui. Et encore, je reste avec beaucoup d'autodérision quand je dis que je roule parce que je sais très bien qu'après 50 pistes, il y en a qui sont largement meilleures que moi. Mais j'avance à mon rythme et franchement, ce que pensent les gens, on s'en fout. Le principal, c'est que si vous avez envie de le faire, vous le faites, que vous ayez 7 ou 77 ans, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, ou un transgenre aussi, peu importe. L'important, c'est juste de se dire, si on a envie, aujourd'hui, on a les capacités de le faire, en tout cas, les infrastructures pour, les stages qui sont là pour ça, des personnes pour encadrer, tout type de moto. On peut se lancer avec une moto qui coûte 1 000 € comme une moto qui en coûte 50 000, peu importe. Il n'y a pas de fausses excuses. Il y a un rappeur que j'écoute beaucoup et qui dit si t'as envie de faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. Et je trouve cette phrase très juste. Il faut jamais se trouver d'excuses à partir du moment où on a envie de faire quelque chose. Faut le faire, point. Et j'encouragerais donc toute personne qui n'ose pas à arrêter de se poser des questions. On n'a qu'une vie, on sait pas de quoi demain est fait. Donc si vous avez envie de le faire, faites-le et le reste, on s'en fout. Voilà.
Bah écoute, merci. On va espérer que les gens écoutent et le prennent au pied de la lettre. Voilà. Merci à Lily de m'avoir accordé du temps. Merci à vous de m'avoir écouté. D'ici le prochain épisode, retrouvez toute l'équipe dans le journal Moto Magazine et sur YouTube avec les débriefs, les essais et les apéros.